Étienne vivait là où les collines des Cévennes se plissent en vallées profondes et secrètes, un monde où le temps écoule au rythme des saisons et non des horloges. Sa vie était une partition écrite par ses ancêtres, chaque journée une répétition de la précédente. Le soin du petit troupeau de chèvres, l'entretien du potager, et le travail de ce lopin de terre aride, hérité de son père. Il connaissait le chant de chaque oiseau, la forme de chaque nuage annonciateur de pluie, et la douce fatigue du corps après une longue journée sous le soleil. Était une existence simple, enracinée dans la certitude que la terre donnait à ceux qui la respectaient, une vérité qu'il pensait immuable, sans se douter que certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies. Pourtant, son regard se portait souvent au-delà de sa propre clôture, vers un arpent voisin, une parcelle sauvage et rocailleuse, que personne ne revendiquait. Était une terre oubliée, couverte de genêts épineux et de chênes kermès, un lieu que les anciens du village disaient de laisser en paix. Il la nommait la glèbe du silence, un territoire liminal, qui n'appartenait ni aux hommes, ni tout à fait au monde sauvage. On racontait qu'elle servait de reposoir aux esprits de la nature, et que le soc de la charrue ne devait jamais y mordre la poussière. Pour Étienne, ces histoires étaient que des fables pour effrayer les enfants, des superstitions d'un autre âge. L'ambition cependant était un ver qui rongeait son cœur. Chaque matin, en voyant cette terre inculte, il ne voyait pas des pierres et des broussailles, mais des sillons potentiels pour le blé, des terrasses pour la vigne. La terre n'appartient que à ceux qui la travaillent, se répétait-il comme une prière impie, sa cupidité étouffant la voix de la prudence et de la tradition. Il se persuadait que les vieilles croyances étaient qu'un prétexte à la paresse, une excuse pour ne pas dompter ce que la nature avait laissé à l'abandon. Il ignorait que la terre, dans ces contrées, possède une mémoire plus ancienne et plus profonde que celle des hommes. Un soir, alors que la lune était qu'un fin croissant d'argent caché derrière les nuages, sa décision fut prise. La convoitise avait pris en lui des racines plus tenaces que n'importe quel chêne centenaire. Il attendit que les dernières lueurs du village éteignent, que le monde s'endorme dans une quiétude trompeuse. Armé d'une barre de fer et de sa détermination coupable, il se dirigea vers la frontière invisible, entre son bien et la terre interdite. Il allait déplacer la vieille borne de délimitation, un bloc de granit usé par les siècles, et consommer ainsi sa silencieuse et irrévocable transgression. La pierre était lourde, non seulement de son poids physique, mais du poids des âges et des pactes muets qu'elle symbolisait. Couverte d'une mousse épaisse et humide, elle semblait s'agripper au sol, refusant d'être profanée. Étienne lutta, le souffle court, suant davantage de culpabilité que d'effort. Il la fit rouler, puis la traîna sur plusieurs mètres, un déplacement infime sur la carte du monde, mais un séisme dans l'ordre invisible des choses. Chaque centimètre gagné était un vol, une morsure faite à quel équilibre sacré du lieu. Il ne savait pas encore qu'il venait d'attirer sur lui une attention indésirable. À l'instant même où la pierre s'immobilisa sur son nouvel emplacement, un froid surnaturel enveloppa l'air, un froid qui n'avait rien à voir avec l'humidité de la nuit. Le chant des grillons, cette bande sonore familière de ces étés, se tut d'un seul coup, comme si un chef d'orchestre invisible avait brutalement abaissé sa baguette. Un silence de mort, dense et oppressant, s'installa sur la colline. Étienne se figea, le cœur battant à tout rompre. Il se sentit observé, non par un animal ou un autre homme, mais par milieux invisibles, par la terre elle-même qui le jugeait. Pris de panique, il abandonna son outil et courut vers la lueur rassurante de sa chaumière, sans oser regarder en arrière. Il ferma la porte à double tour, le dos plaqué contre le bois, essayant de calmer sa respiration haletante. Il se força à rationaliser, à se convaincre que ce était que le vent du soir, qui s'engouffrait dans les vallons, une suggestion née de l'obscurité et de la conscience de son acte illicite. Il se répéta que les grillons se taisent parfois, que le froid était qu'une soudaine brise, mais au fond de lui, une nouvelle peur venait de naître. Une peur glaciale qui lui murmurait qu'il avait entendu quelque chose qui, était pas de ce monde. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil agité, peuplé non de rêves, mais d'une absence pesante, comme si son esprit n'osait plus vagabonder. Il ignorait, dans son lit devenu soudain moins sûr, qu'il avait rompu un pacte plus ancien que la mémoire des hommes, un accord tacite entre le sol et le sang. En déplaçant une simple pierre, il avait envoyé une invitation dans les ténèbres, et il ne faudrait pas longtemps avant que quelque chose, ou quelqu'un, ne vienne y répondre. La normalité de sa vie venait de se fissurer, et par cette brèche, l'inimaginable allait bientôt s'infiltrer. Les semaines qui suivirent écoulèrent dans une brume d'anxiété.
Étienne s'efforçait de maintenir une routine, de se persuader que la fatigue et la culpabilité lui avaient joué un tour. Il labourait la terre volée avec une ardeur nouvelle, comme pour imposer sa volonté au sol qui semblait le rejeter. Mais chaque nuit, la peur revenait, plus insidieuse. Ce N était plus le silence total qui le tourmentait, mais les sons qui le déchiraient. Un léger grattement contre les volets, qu'il attribuait à une branche. Un murmure indistinct dans la cheminée, qu'il mettait sur le compte du vent. Pourtant ces bruits semblaient avoir une intention, une persistance qui défiait toute explication logique. Il commençait à comprendre que le silence de la première nuit N n'était pas une fin, mais une attente. Au fil des jours, la présence invisible se fit plus audacieuse. La sensation D, être observé ne le quittait plus, même en plein jour, sous le soleil éclatant des Cévennes. C était un poids sur ses épaules, un souffle froid sur sa nuque, alors qu'il se penchait sur ses cultures. Le soir, dans sa chaumière, les ombres dansaient d'une manière qui, N, était pas naturelle, S, étirant et se contorsionnant dans la périphérie de sa vision. Une fois, il crut voir une silhouette grande et mince se tenir juste à l'extérieur de sa fenêtre, une forme plus sombre que la nuit elle-même. Quand il se retourna brusquement, il n'y avait rien. Mais le froid qu'il avait ressenti à cet instant précis, était le même que celui qu'il avait saisi sur la colline. La terreur N était plus un souvenir, mais une compagne. La nuit suivante, le son changea. Ce N était plus un murmure vague, mais un sifflement bas et mélodique, une complainte étrange, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Étienne fit le tour de sa maison, le cœur battant, cherchant une source, un oiseau de nuit, n'importe quoi. Mais le son semblait le suivre, s'intensifiant lorsqu'il s'approchait de la nouvelle borne de pierre. Puis, l'horreur le figea sur place. Le sifflement ne venait plus de l'extérieur. Il l'entendit clairement, provenant du coin le plus sombre de sa propre chambre, là où la lumière de la bougie n'atteignait pas. Il passa la nuit recroquevillé dans son lit, les couvertures tirées sur sa tête, écoutant cette mélodie funèbre qui semblait se jouer pour lui seul. Le sommeil devint un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Elle, épuisement creusait ses traits, mais la peur était un stimulant plus puissant que n'importe quel repos. Son isolement était total, car comment décrire l'indescriptible ? Comment expliquer à ses voisins que sa propre maison était devenue complice d'une menace invisible? Il se sentait pris au piège, un prisonnier dans son propre foyer. Chaque craquement du plancher était un pas, chaque courant d'air une présence. Ses tentatives de rationalisation S étaient taries, remplacées par une certitude glaciale. Quelque chose était entré dans sa vie en même temps que ce lopin de terre, une entité patiente et malveillante qui se resserrait lentement autour de lui. Il savait maintenant qu'il N était plus seul. Le corps D, Étienne N, était plus qu'une ombre de lui-même. Le sommeil l'avait abandonné, remplacé par des nuits blanches, à guetter les sifflements et les ombres fugaces, qui dansaient aux limites de sa vision. La nourriture avait perdu tout goût, et chaque bouchée était un effort surhumain. Au village, les regards se détournaient sur son passage. On murmurait derrière les mains des mots comme « malédiction » et « âme vendue ». Les gens de la terre savent reconnaître quand un homme est marqué par quelque chose qui n'appartient pas au monde des vivants. Isolé par une peur qu'il ne pouvait nommer, rongé par la fatigue et le désespoir, il comprit qu'il n'avait plus qu'un seul recours. La vieille Adèle, dont la mémoire était plus ancienne que les pierres de l'I.Al. Église. Il trouva Adèle assise sur le seuil de sa petite maison, comme si elle l'attendait. Ses yeux, vifs malgré le réseau de rides qui les encadrait, le scrutèrent sans jugement, mais avec une infinie gravité. Il n'eut pas besoin de beaucoup de mots. Le récit sortit de sa bouche en un flot brisé et chaotique. La convoitise, la borne de pierre déplacée sous une lune sans éclat, le silence glacial, puis les sifflements et les ombres dans sa propre maison. Il parla longtemps, vidant son âme de la terreur qui la remplissait. La vieille écouta sans l'interrompre, ses mains noueuses posées sur ses genoux, son visage une carte immuable des peines de ce monde. Quand il se tut, épuisé, elle ne posa qu'une seule question, sa voix un murmure sec, comme une feuille morte. « As-tu touché aux bornes, mon garçon ?» Point. Face à cette question qui contenait déjà sa sentence, Étienne s'effondra. Les larmes, qu'il retenait depuis des semaines, coulèrent enfin, des larmes de peur et de regret. Il hocha la tête, incapable de parler. « Sot que tu es !» souffla Adèle, non pas avec colère, mais avec une immense pitié. « Ce que tu entends la nuit n'est pas le vent. Tu as attiré le gardien des bornes lunaires. Et cette chose que tu vois dans le coin de tes yeux, est sa punition, la demeure ténébreuse. » Le nom résonna dans l'air immobile, chargé d'un poids ancestral. Pour la première fois, la peur d'omission
Étienne avait un visage, une identité. Le voile de l'inconnu se déchirait, pour révéler une horreur bien plus concrète, et bien plus terrible. Adèle expliqua alors, sa voix prenant le ton des contes que l'on dit au coin du feu, pour avertir les enfants imprudents. Le gardien, dit-elle, est un esprit ancien, plus vieux que les hommes, lié par un pacte sacré à la terre elle-même. Il ne protège pas la propriété, mais l'aile. Équilibre. Il ne punit pas le vol par la mort, mais par un tourment bien pire, la folie. La demeure ténébreuse n'est pas faite de pierre et de bois, continua-t-elle, elle est tissée de regrets et de peur. Elle se nourrit de l'âme de ceux qui, comme toi, ont brisé les serments muets. À chaque pleine lune, elle apparaîtra, un peu plus proche de ta maison, une marche inexorable vers ton cœur. L'espoir semblait éteindre dans le regard d'Étienne, mais la vieille femme se pencha vers lui, son souffle sentant la terre et les herbes séchées. Il ne peut pas te prendre par la force. Il doit être invité. Quand sa demeure touchera la tienne, il essaiera de te tromper. Il utilisera les voix de ceux que tu as aimés, il te promettra le repos et le pardon. Mais si tu ouvres ta porte, si tu réponds à son appel, ton âme sera sa prisonnière pour l'éternité. Elle se releva péniblement, son regard fixé sur un point lointain. Il existe une défense, un rituel pour survivre à la nuit. Mais il te faudra plus de courage que tu n'en as jamais eu, car tu devras affronter seul ce que tu as toi-même convoqué des ténèbres. La nuit de la pleine lune tomba comme un linceul sur les Cévennes. Était un œil blanc et impitoyable suspendu dans le ciel d'encre, observant le monde avec une indifférence glaciale. Dans sa chaumière, Étienne était un homme assiégé. Il avait barricadé la porte avec son unique armoire et bouché chaque interstice des volets avec des chiffons. Comme si cela pouvait suffire à repousser une menace qui, était pas faite de chair et de sang. Le cœur battant à rompre, il se remémora les paroles d'Adèle. Chaque mot un talisman fragile contre la terreur qui montait. La première étape était un acte de confusion, un défi symbolique lancé à l'ordre des choses. D'une main tremblante, il retira sa veste de travail élimée et l'enfila à l'envers, les coutures exposées comme les nerfs d'un homme à vif. Le tissu rugueux contre sa peau était une distraction bienvenue, un inconfort physique qui l'ancrait dans le présent. La deuxième instruction d'Adèle était plus primitive, un pacte de sang avec lui-même. Il porta son auriculaire à sa bouche, et mordit avec une force qu'il ne se connaissait pas. Une douleur fulgurante parcourut son bras, et le goût métallique du sang emplit sa bouche. Était le prix de la conscience, le rappel brutal qu'il était vivant et qu'il devait le rester. S'asseyant au centre de la pièce, sur le sol en terre battue, il ferma les yeux, et commença à réciter la formulette que la vieille lui avait enseignée. Ce était pas une prière, mais une comptine étrange, des mots anciens dont le sens lui échappait, mais dont la cadence semblait repousser les ténèbres. À l'extérieur, le silence habituel de la nuit fut brutalement déchiré. Ce ne fut pas un son, mais une absence, une pression soudaine sur l'air qui fit siffler ses oreilles. Une ombre immense et dévorante, voilà la lumière de la lune qui filtrait sous la porte, plongeant la pièce dans une obscurité quasi totale. Un froid de crypte s'infiltra à travers les murs de pierre, un froid qui était pas de ce monde, et qui semblait geler la moelle de ses os. La demeure ténébreuse était là. Elle ne était pas approchée, elle était simplement apparue, adossée à sa propre chaumière, ses murs invisibles pressant contre les siens. Il pouvait la sentir respirer, un souffle lent et patient qui sentait la terre profanée et le regret éternel. Puis, la première attaque commença, non contre le bois de sa porte, mais contre les remparts de son cœur. Une voix éleva, douce et familière, une mélodie oubliée, qui fit jaillir les larmes aux yeux d'Étienne. Était la voix de sa mère, décédée depuis plus de 10 ans. « Étienne, mon petit, ouvre-moi. J'ai si froid dehors. Laisse ta mère entrer se réchauffer. » Chaque mot était un poignard de nostalgie et de culpabilité. Il la revit, son sourire, la chaleur de ses mains. L'envie d'ouvrir, de mettre fin à ce tourment, de la retrouver, était une vague submergente. Il serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, et continua de murmurer la comptine, sa voix brisée par les sanglots. La voix de sa mère éteignit, remplacée par une autre, plus grave, plus autoritaire, mais tout aussi dévastatrice. Était son père. Assez de bêtises, mon fils. Tu as commis une erreur, mais elle peut être pardonnée. La terre est généreuse pour ceux qui la réclament. Ouvre cette porte. Fais un pas dehors et tout cela sera terminé. Tu auras la paix et des champs fertiles. La promesse du pardon était un poison encore plus doux que le souvenir. Était tout ce que
Étienne désirait l'absolution. Le doute s'insinua en lui. Et si Adèle S. était trompée? Et si le salut était vraiment derrière cette porte? Dans un réflexe de survie, il mordit à nouveau son doigt, la douleur vive le ramenant à la réalité glaciale de la pièce. Le silence qui suivit fut bref, chargé d'une frustration palpable. La tromperie ayant échoué, la créature changea de tactique. 3 coups lents et puissants ébranlèrent la porte, faisant vibrer la maison jusqu'à ses fondations. Astérisque et toc. Toc, théos. Astérisque. Le son N était pas celui du bois frappé par un poing, mais celui de la pierre heurtant la pierre, un bruit sourd et implacable qui résonnait dans sa poitrine. Chaque coup était une sentence, un rappel de la borne qu'il avait déplacée. La peur brute et animale prit le dessus sur le chagrin. Ce N était plus une entité qui cherchait à le séduire, mais une force qui voulait entrer, qui voulait le prendre. Il accéléra le rythme de sa récitation, les mots se bousculant dans sa bouche desséchée. Les coups cessèrent, laissant place à un nouveau type d'assaut auditif. Les voix revinrent, mais elles étaient plus douces, ni consolatrices. C était une cacophonie de murmures accusateurs, un chœur de sifflements rageurs et de ricanements méprisants qui semblaient venir de l'intérieur même des murs. Voleur, sifflait une voix. Parjure, crachait une autre. Ton âme est souillée. Le vacarme était assourdissant, conçu pour briser son esprit, pour le noyer sous le poids de sa propre faute. Simultanément, les coups reprirent sur la porte, non plus lents et mesurés, mais frénétiques. Une tempête de percussions qui menaçait de faire éclater le bois et le lourd verrou. La chaumière entière tremblait sous l'assaut de cette fureur primale. Étienne était au bord de la rupture. Chaque nerf de son corps hurlait de se lever, de fuir, de faire n'importe quoi pour que ce vacarme cesse. La comptine N était plus qu'un râle rauque, un fil ténu le retenant au-dessus du gouffre de la folie. Il ferma les yeux plus fort, se concentrant uniquement sur la vibration des mots dans sa gorge, sur la douleur lancinante dans son doigt, sur la texture de sa veste à l'envers. Il construisit une forteresse mentale autour de ces 3 sensations, un dernier rempart contre l'invasion psychique. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait plus que le rituel, une encre fragile dans un océan de terreur. Il devait tenir. Il devait prier pour que l'aube ne soit pas qu'un souvenir, mais une promesse. Alors que la nuit semblait devoir durer une éternité, un changement subtil se produisit. La fureur à l'extérieur atteignit un crescendo insoutenable, la porte gémissant sous un impact final qui fit tomber la poussière du plafond, puis, le silence. Un silence absolu, plus profond et plus terrifiant encore que le vacarme précédent. Étienne n'osa pas bouger, n'osa pas respirer. Il attendit, le corps tendu comme une corde de violon, s'attendant à ce que la porte vole en éclats à tout moment. Mais rien ne vint. Il sentit le froid reculer, lentement, comme une marée qui se retire. Il risqua un œil vers les interstices des volets. Une faible lueur grisâtre commençait à percer l'obscurité. Était l'aube. Il resta immobile pendant ce qui lui parut 1 heure, écoutant le retour timide des sons du monde. Le premier chant d'un oiseau, puis le bruissement du vent dans les chênes. La lumière du jour, faible mais bien réelle, s'affirmait, chassant les dernières ombres de sa demeure. Épuisé, vidé de toute force, il se releva sur des jambes tremblantes. Il s'approcha de la porte, le cœur encore serré par la peur, et défit lentement le verrou. Dehors, le paysage était paisible, baigné dans la douce lumière du matin. Il n'y avait aucune trace de la maison, aucune marque de l'assaut. La terre volée était là, silencieuse, sous le ciel naissant. Il avait survécu. Il était sauf. Mais il savait que la cicatrice de cette nuit marquerait son âme pour toujours. Le premier rayon du soleil, pâle et timide, traversa les interstices des volets comme un pardon hésitant. Le silence à l'extérieur était plus une menace, mais un vide immense. Étienne, vidé de toute substance, resta assis sur le sol froid pendant un long moment, écoutant le monde revenir à la vie. Le chant d'un merle, le murmure du vent, des sons si ordinaires qu'ils en devenaient miraculeux. D'une main qui tremblait encore, il défit le lourd verrou, et ouvrit la porte. L'air frais du matin lui fouetta le visage. Dehors, tout était paisible. L'herbe était couverte de rosée, le ciel se teintait de rose et d'or. Aucune trace de la maison, aucune marque sur le sol. Était comme si la nuit entière n'avait été qu'un cauchemar. Mais le froid qui persistait dans ses os, lui disait le contraire. Étienne était plus le même homme. La cupidité qui avait rongé son cœur avait été cautérisée par une peur pure, laissant une cicatrice indélébile. Son auriculaire, mordu jusqu'à l'os, le lança d'une douleur vive,
un rappel constant et physique de sa transgression et de son salut précaire. Mais la blessure la plus profonde était invisible. Il ne regardait plus jamais la pleine lune de la même manière. Son éclat argenté était plus une source de beauté, mais un œil qui le jugeait. Il sursautait au moindre bruit nocturne, et le silence lui-même était devenu une source d'angoisse. La parcelle de terre qu'il avait tant convoitée était maintenant un mémorial de sa folie, un territoire maudit qu'il n'oserait plus jamais fouler. Les jours qui suivirent furent une lente réappropriation d'une vie qui avait perdu sa saveur. Il accomplissait ses tâches quotidiennes comme un automate, le cœur lourd d'un secret incommunicable. Comment expliquer à quiconque la maison faite d'ombre, où les voix venues d'outre-tombe? Il était seul avec sa connaissance, isolé par la vérité des anciennes légendes. Il ne tenta jamais de remettre la borne à sa place, de peur de provoquer à nouveau la colère du gardien. Il la laissa là où il l'avait déplacée, un monument à son péché, visible de sa fenêtre chaque matin. Il avait survécu, mais il n'avait pas gagné. Il avait seulement appris, de la plus brutale des manières, que certaines frontières ne sont pas faites de pierre, mais de respect, et qu'une fois franchies, on ne revient jamais tout à fait en arrière. Alors écoutez attentivement, vous qui marchez sur ces terres anciennes, et gravez cette leçon dans votre mémoire. L'histoire d'Étienne n'est pas qu'un conte pour effrayer au coin du feu, c'est un avertissement. Les frontières que nos pères ont tracées, ces simples bornes de granit usées par les pluies et le temps, ne sont pas de vulgaires séparations de propriétés. Elles sont les sceaux d'un pacte muet entre les hommes et la terre qu'ils habitent. Les violer par cupidité et croire que quelques mètres volés à la nature resteront sans conséquence, c'est réveiller une justice plus vieille que les lois des hommes. C'est envoyer une invitation aux ombres, une invitation que le gardien des bornes lunaires ne refuse jamais, car il est la mémoire même du sol profané. Le gardien ne punit pas avec le fer ou le feu, ses châtiments sont tissés dans la trame de la peur et du regret. Sa vengeance est la demeure ténébreuse, une prison de l'esprit qui prend la forme d'une maison de pierre noire. Elle apparaît à la pleine lune, d'abord lointaine silhouette à l'horizon, puis, cycle après cycle, elle se rapproche inexorablement de votre foyer, une marche funèbre silencieuse. Quand elle touche enfin vos murs, elle n'essaie pas de forcer votre porte, elle s'attaque à votre âme. Elle utilisera les voix de ceux que vous avez aimés et perdus, murmurant des promesses de pardon et de repos pour vous leurrer à l'extérieur, pour vous faire ouvrir cette porte qui sépare le monde des vivants de sa geôle éternelle. Si jamais par malheur vous deviez faire face à une telle nuit, sachez qu'il n'y a pas de combat possible, seulement une résistance. Ne répondez jamais à son appel, ignorez les suppliques et les promesses. Barricadez-vous non seulement physiquement, mais spirituellement. Portez un de vos vêtements à l'envers pour troubler sa perception. Mordez-vous jusqu'au sang pour ancrer votre esprit à la douleur de la chair, pour ne pas vous perdre dans les souvenirs qu'il invoque. Et récitez les vieilles comptines, non pour obtenir le pardon, mais pour trouver la force de tenir jusqu'aux premières lueurs. Car l'aube est son seul ennemi. Souvenez-vous de Étienne, et comprenez ceci, la terre n'oublie jamais une dette, et la lune est toujours son témoin.